Le jeudi 11 mai, à Saint-Romain-de-Popay, plusieurs intervenants se sont succédés lors de la conférence De la terre au pain. De l'agriculteur au boulanger, retour sur la conception de cet aliment tant aimé des Français avec la rediffusion de cette conférence sur le pain. Aujourd'hui, Le Moulin par Jean-Michel Cellier, fils de paysan meunier. Ouais, on va se pencher sur le passé. Alors moi je suis fils de boulanger, fils d'agriculteur, ma mère était meunière, donc j'ai quelques antécédents, disons, pour vous parler du sujet. D'autant plus que j'ai travaillé dans la meunerie. J'étais tout gosse, mais enfin je me souviens très bien d'avoir fait de la farine avec mes parents. Mais c'est pas mon propos, c'est pour vous dire et vous expliquer, parce que j'ai un petit peu étudié le sujet, et pour expliquer ce qu'est la meunerie, il faut quand même regarder et s'accorder ce que c'est qu'un moulin d'abord. Un moulin, c'est un nom commun, on en voit de partout, on ne sait même pas ce que c'est. Il y a bien des définitions de moulin. Le moulin, c'est un procédé mécanique qui utilise une force extérieure, qu'elle soit musculaire, animale, le vent, l'eau, l'électricité, pour actionner une machine en fonction de sa destination. Il n'y a pas que des moulins à farine sur Terre. Il existe des tas de moulins différents, selon les usages qu'on leur destine. Moulin à café, moulin à poivre, moulin à chanvre, moulin à sel, des martinets, des moulins de voiture. Ce que l'on va examiner, ça sera plutôt les moulins à farine, tels que nous l'avons utilisé depuis des siècles. Alors nous allons, pour ce faire, décrire rapidement deux types de moulins à farine. Vous avez d'abord les moulins à vent. Ça, c'est un moulin tour, comme son nom l'indique. C'est une tour avec des ailes. Et puis après, vous avez les moulins à pivot. Alors ça, c'est un moulin qui tourne sur sa base, en fonction de la direction du vent. Vous en avez énormément en Hollande. Mais ceux que vous avez vus en Hollande, ce n'étaient pas des moulins à farine. C'était des moulins à pompe qui servaient pour assécher les polders. Et puis vous avez une troisième, vous avez des moulins caviers. Comme son nom l'indique, c'était des moulins qui étaient installés sur une cave ou sur un tertre, indépendamment du moulin. Mais il en existe bien d'autres, des systèmes sur mesure ou d'autres usages tels que le moulin à marée, des moulins fortifiés. Il faut savoir que dans l'histoire, les moulins étaient des richesses qu'il fallait défendre parce que la farine et notamment les céréales, c'était des denrées qui étaient très 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 convoitées, on va dire. Alors maintenant, le deuxième type de moulin qu'on va dire, c'est les moulins à eau. À chacun son moulin, parce que les moulins, c'est comme les orgues, c'est tous des types uniques. Ça n'existe pas sur catalogue. Ils sont toujours faits sur mesure. Donc, ils sont situés la plupart du temps sur le bord des ruisseaux, sur le bord de l'eau. Ils utilisent pour ce faire le passage du courant comme source d'énergie, que vous voyez ici. Leur situation est étudiée avec grand soin pour développer une efficacité au maximum. Alors, il n'existe pas de catalogue pour implanter un moulin, comme je disais. Chaque moulin est unique et construit en fonction de sa situation et de ses besoins. En fonction des risques de crue aussi et d'inondation. Et sur les bords des rivières, notamment des rivières de plaine, on utilise souvent des roues à pales. Et elles ont une activité uniquement par le courant. C'est le courant qui entraîne et qui fait tourner la roue. La plupart du temps, on utilise aussi les roues à auget. L'eau arrive par le dessus et elle tombe dans des espèces de grandes cuvettes. Le poids d'un côté fait tourner la roue. Et au Moyen-Âge aussi, on utilisait très couramment les roues à cuillère. Alors ça, c'était des roues qui étaient facilement fabriquées par le meunier d'ailleurs. Il suffisait des pièces de bois. On changeait de temps en temps une ailette et puis c'était reparti pour un tour. Et puis pour terminer sur ces roues, vous avez au 19e siècle les roues à turbine. C'était à peu près le même principe que les roues à cuillère, mais elles étaient beaucoup plus efficaces et surtout elles étaient plus solides. Enfin, chaque système avait ses particularités. Et un point commun, le meunier devait être capable de maintenir ses installations, de les réparer, voire de les changer. Il n'existe pas de société de maintenance comme maintenant. Le meunier, c'était un personnage important dans la population rurale. Son statut relevait largement du seigneur du coin, qui lui confiait cette mission avec quand même quelques contraintes. Son rôle pivot dans la société lui conférait une certaine notoriété. Il était à la fois envié
écrin. Alors, de la roue à la livraison de la farine, il y a même quelques étapes à franchir. La roue, c'était une pièce maîtresse du moulin, c'est vrai. Elle était toujours en mouvement, la plupart du temps en bois, et il fallait régulièrement resserrer quelques boulons, changer les planches, graisser les pignons. Enfin, sa vie était de l'ordre d'une génération ou deux. C'est-à-dire qu'une roue, même bien faite, même entretenue, elle durait entre 40 et 50 ans, pas plus. Il fallait la modifier ou la changer. Alors pour la remplacer, par contre, il fallait faire appel à des artisans spécialisés qui la réalisaient sur mesure. Pendant la période d'étiage de la rivière, on ne pouvait pas faire tourner le moulin, il n'y avait pas d'eau. Le mouvement était entraîné par des rouettes fausses. Ces rouettes fausses, c'était des roues dentées qui étaient fixées sur l'axe de la roue et qui étaient destinées à distribuer l'énergie dans les étages supérieurs, notamment dans les meules. Vous avez aussi des renvois d'angle qui permettaient de modifier la direction des axes. Et vous avez sur la partie verticale, c'est ce qu'on appelle un rouet de fosse, et la partie horizontale, on appelle ça un rouet de volet. Alors, elles s'étaient munies de dents. La plupart de ces rouets étaient en fonte, mais les dents étaient en bois, parce que chaque fois qu'il y avait une dent qui cassait, ça évitait de changer la roue. On changeait la dent. Alors, ces dents étaient fabriquées avec du bois de sorbier, la plupart du temps, qui était flexible, résistant, à la fois aux vibrations et à l'humidité. Avant son inauguration, on baptisait les roues de moulin. Après tout ça, on pouvait commencer à parler de la mouture. Cette mouture, donc le blé était stocké au moulin et il venait de la moisson des paysans des alentours. Il était nettoyé des impuretés, de son humidité et était contrôlé. C'était assez compliqué parce que pour faire de la bonne marchandise, il fallait que le blé soit à une certaine humidité. C'est alors seulement qu'il était moulu avec les meules de pierre. Alors la meule de pierre, selon sa dimension, elle doit peser entre 700 et 1200 kilos. Et elle est composée de plusieurs parties. Vous avez la partie centrale, la plupart du temps du calcaire, de Fontainebleau ou d'autres. Et toute la partie supérieure à l'extérieur, c'était du silex. Et différentes parties de pierre étaient collées avec de la bouse de vache. C'est d'ailleurs avec de la bouse de vache qu'on faisait des pressoirs à vin. Donc le blé était versé dans une trémie. Alors la trémie, c'est une espèce de grand entonnoir. Donc le blé était versé soit automatiquement, soit à la main pour être moulu dans la meule qui suivait. C'est un gros entonnoir situé au-dessus des meules, d'où le grain tombait avec une régularité grâce au babillard chargé de réguler le débit. Alors, écrasé entre les deux meules. Alors, il y en a une qui était gisante et l'autre, elle était courante. Alors, la meule gisante, elle ne bougeait pas et celle du dessus, elle tournait. Alors, les grains étaient écrasés entre les pierres et évacués à l'extérieur. Alors, la vitesse de rotation était contrôlée avec précision à l'aide d'un régulateur à boule. Alors, c'est la force centrifuge qui faisait remonter le petit coulisseau et qui actionnait une petite clochette. Quand il était arrivé à une vitesse trop importante, ça faisait actionner la petite clochette, il s'est réveillé le meunier. Parce qu'il faut bien comprendre que dans un meunier tel que je le décris, ça faisait du bruit. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le meunier, il avait toujours sa porte ouverte. Parce qu'on avait beau frapper, on n'entendait que dalle. Et c'est pour ça qu'on dit, on rentre comme dans un moulin. Alors la vitesse de ration était contrôlée, comme je le disais, et l'approvisionnement des marchandises était surveillé car il était hors de question de faire tourner une meule à vide, sans rien, sans grain, sans quoi que ce soit. Sinon, c'était l'incendie assuré. Me dis-tu dors, la moulette va trop vite. Eh ben voilà, c'est ça. Les meules étaient installées de telle sorte qu'elles ne devaient pas se toucher au risque de leur couper les lèvres. Les lèvres, c'était les petites encoches qui étaient taillées sur la meule pour écraser le grain. Cette action, on appelait ça le rhabillage. Ce rhabillage consistait à retailler les lèvres de coupe et à recreuser les sillons de déroulage. Pour exécuter donc ce travail, on devait enlever la robe de la meule, soulever la meule courante à l'aide d'une potence. Cette potence, elle était installée avec la charpente du moulin, elle faisait corps avec elle.
pour enlever la robe des meules, il fallait soulever donc cette meule avec la potence. Et on utilisait pour ça des fers spéciaux, des fers à rhabiller, qu'on utilisait avec une maillotche, une massue, avec une lumière au milieu, et on en faisait des fers à rhabiller, que le meunier d'ailleurs reforgeait lui-même. C'était une opération très très délicate, qui nécessitait toute l'habileté du meunier, car une frappe accidentelle pouvait la mutiler gravement et nuire à son efficacité. Alors les meules après étaient vérifiées. Le meunier vérifie avec une règle qu'il avait enduite d'ocre pour savoir si les sillons étaient tous pareils. Donc c'était ce qui conditionnait la qualité de la mouture. Et une fois remises en place, les meules étaient prêtes pour une nouvelle saison. Alors la farine était obtenue et filtrée par une bluterie. Alors cette bluterie, c'est une espèce d'entonnoir qui est à l'horizontale mais légèrement penchée sur le côté et qui était destinée à éliminer les sons, les différents types de farine et de récupérer donc la farine propre. Le planchisseur, c'est une machine que vous avez peut-être vue quelque part, qui était destinée à tamiser les différentes formes de farine selon la grosseur. On avait des farines panifiables, vous avez des farines pour les pâtisseries, vous avez des farines pour les animaux, vous aviez toutes ces espèces de trucs. Et là, ça les séparait toutes. Alors, c'était des petits couloirs de soie qui tournaient à l'horizontale. Et dedans, il y avait des petites brosses qui naviguaient en fonction de la farine arrivée. Ça la poussait, ça la faisait descendre. C'était intéressant, c'était spectaculaire à voir. Par contre, c'était bruyant. Pour terminer mon propos, la mélangeuse, donc la mélangeuse, c'était un endroit où on stockait la farine déjà moulue, triée, etc., prête à être livrée. Et on faisait tourner ça pendant quelques dizaines de minutes. Et dans un autre entonnoir, elle était prête à être ensachée. Mais c'était qu'à l'époque, c'était pas des sacs de 25 kilos, hein. C'était des boges. Alors la boge fait 100 kilos. Donc il fallait des costauds quand même, hein. Quand il fallait livrer cette farine chez le boulanger, il fallait la monter au grenier avec une échelle. C'était pas gagné d'avance. Mais par contre, la farine, c'était quand même un produit sensible. Il n'y avait pas un sac qui sortait du moulin sans être plombé avec un acquis des contributions directes. Chaque livraison, c'était un casse-tête. Maintenant, c'est plus pareil, mais il faut bien, moi je me rappelle des années, entre les années 45 et les années 60, c'était ça. Il fallait passer par une autorisation spéciale des contributions indirectes qu'on allait chercher dans le village d'à côté, etc. Donc c'était compliqué. On se retrouve dès demain pour la suite de cette conférence sur le pain, durant laquelle Benjamin Place, de la minoterie moderne à Montfaucon en Velay, nous parlera de l'évolution du travail de meunier et le fonctionnement actuel d'une minoterie.